Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Julie Baron, moi je suis du centre de formation de l'AFD, donc Campus Groupe AFD, et on est ravis d'accueillir Olivier Amand parmi nous ce soir. Alors on a, je ne sais pas, peut-être une centaine ou un peu moins de participants en ligne d'Omitil, et notamment des membres d'une communauté qui s'appelle la communauté Move Outre-mer. Donc c'est des acteurs, des actrices, des transitions dans les territoires Outre-mer. Cette communauté, elle regroupe des gens de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, des Antilles, Guyane. Alors ce soir, je ne suis pas sûre qu'on ait la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie parce que le décalage horaire est un peu rude. Mais voilà, des gens qui travaillent sur leur territoire, c'est à la fois des collectivités, des associations, des entreprises, des citoyens, citoyennes, qui travaillent sur des sujets d'alimentation, d'agriculture, de santé sur les territoires des Outre-mer. Et cette communauté, donc, qui est partie initialement d'un projet porté par le ministère des Outre-mer, a été reprise ensuite par l'AFD et animée par des collègues de Make Sense. Je ne sais pas s'ils doivent être dans la salle. Voilà. Et elle est cette année structurée autour des principes du vivant. Donc, on s'est dit que c'était vraiment une excellente idée d'inviter Olivier Amand, puisqu'il travaille justement sur des modèles de société, des modèles d'organisation humaine, donc différents niveaux. Hein. Ça peut être une association, un établissement public, une entreprise, inspirée du vivant. Par ailleurs, on s'est dit que c'était un peu dommage de profiter, d'avoir la chance d'accueillir Olivier Amand sans l'ouvrir un peu plus largement. Donc, on s'est permis d'ouvrir l'invitation et on a parmi nous ce soir donc des collègues de l'AFD, de différents services, départements, des opérations, de la recherche, des gens qui travaillent sur les infrastructures durables, et puis aussi des gens de l'extérieur. Voilà, parce que on partage un contexte mondial qui est quand même chahuté, chamboulé de polycrise, de remise en cause de tout un tas de principes de solidarité, de baisse des financements publics, de redéfinition des équilibres géopolitiques, etc. Et qu'on s'est dit que votre réflexion pouvait nous être à toutes et tous très profitable. Donc, on va vous proposer de nous exposer votre concept de robustesse et voir comment il peut nous parler sur comment il peut soutenir des organisations dans ce contexte qu'on connaît, de grandes incertitudes, de grandes complexités, de grandes fluctuations. Voir ce qu'on peut en faire. Et peut-être je vais laisser à Jérémy Dossin dire quelques mots du Club des Humanités qui a été aussi en lien avec vous, je pense. Merci. Je suis Jérémy Dossin-Charpentier. Je représente ici un collectif à l'intérieur du groupe qui s'appelle le Club des Humanités environnementales, qu'on a créé en 2023, qui regroupe aujourd'hui plus de 80 collègues, faisant le constat que depuis une trentaine d'années, la sociologie, la philosophie, l'histoire, la science politique s'intéressaient de plus en plus aux questions environnementales, qu'on était des lecteurs individuels de ces essais-là, mais qu'on n'en faisait peut-être pas suffisamment une lecture collective pour l'organisation. Donc, on a lancé ce collectif en 2023, mais la troisième saison, on a une dizaine de séances par an autour d'une publication. Ça peut être un article, ça peut être un livre, ça peut être un colloque. L'un de nous le présente et puis on en débat pour voir comment ça peut enrichir notre pensée collective et nos référentiels d'action. Donc, il y a une page qui est ouverte sur la ruche, qui est avec une inscription qui est possible et on valide évidemment toutes les inscriptions et on vous espère nombreux pour les prochaines séances et on est ravis de s'associer du coup en coproduction à cette conférence qui nous semble rentrer totalement dans le cadrage de cette initiative. Merci. Merci Jérémy. Donc Olivier, bienvenue. Vous êtes chercheur, vous allez nous dire comment vous êtes parti de l'étude des plantes et vous en avez déduit des choses pour les modèles d'organisation humaine, pour qu'elles soient robustes, pérennes, qu'elles durent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et nous expliquer comment ça peut se décliner au niveau d'organisation, que ce soit des établissements publics, des entreprises, des TPE, PME, des associations, etc. Il y aura une session de questions-réponses à la fin. Merci de m'accueillir, ravi d'être là. Donc en effet, moi je suis chercheur en biologie végétale, mais je ne vais pas trop vous parler de mes recherches en biologie végétale. Je vais plutôt vous parler de robustesse, sur cet écran. Alors, voilà, je démarre. Ici, vous voyez sur cette photo un sous-bois. C'est un sous-bois comme on peut en voir souvent. Et en fait, je vois surtout que vous voyez que nos yeux sont en général attirés par le vert, la verdure qui est en train de pousser vraiment au niveau du sol. Alors ça, c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, ça, c'est un sous-bois qui a brûlé et qui est en train de renaître. Et c'est juste pour vous dire qu'on est attiré par la pulsion de vie, en fait.
on oublie un peu les arbres calcinés, mais on voit la vie qui revient. Donc c'est un peu ça que je voudrais vous partager. Alors les arbres calcinés, ils sont là quand même. Et ça échappera à personne si vous écoutez les infos. On voit en effet des arbres calcinés, donc beaucoup de ruptures, que ce soit géopolitique, sociale, écologique, économique. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler un burn-out planétaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une épidémie de burn-out dans le monde entier. Alors, en France, France métropolitaine, il y avait un sondage qui disait qu'en 2024, il y avait 2,5 millions de Français qui auraient déclaré un burn-out, 11% de la population active, donc c'est loin d'être négligeable. Et bien ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un burn-out généralisé. Alors, ce burn-out, quelle est son origine? Alors, si on doit chercher, il y a plein de causes, évidemment, mais une cause à ne pas rater, c'est cette boucle, ce piège systémique. Alors, on peut démarrer à gauche avec une rupture, une crise. Quand on fait face à une rupture, à une crise, ça induit le besoin de sécurité. Et ça, c'est naturel. Et c'est même normal, les enfants ont besoin de sécurité, donc face à une crise, on a besoin de sécurité. Là où on déraille, c'est qu'on transforme ce besoin de sécurité en besoin de contrôle. Quand on augmente le besoin de contrôle, alors on augmente le niveau des performances. Donc la performance, je prends la définition du contrôleur de gestion. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Quand on augmente les performances, on épuise les ressources. On va penser au sprinter. Le sprinter épuise ses ressources. Donc, quand on augmente les performances, on épuise les ressources. Quand on épuise les ressources, on prépare la crise suivante. Et donc, c'est pour ça que c'est un piège. Les systémiciens parlent de efficiency trap. C'est un piège de la performance. On répond à la crise en augmentant les performances. En augmentant les performances, on épuise les ressources, ce qui prépare la crise suivante. Et donc, si nous sommes entrés dans la polycrise, c'est entre autres, mais principalement parce que nous sommes dans cette boucle sans fin de la performance. Alors, je peux vous le dire d'une autre façon, avec une autre équation. En fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est donc toujours pareil, défini comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est toujours une performance relative. Donc, ce monde de la performance appelle la compétition. D'ailleurs, les valeurs de performance et de compétitivité sont souvent un peu se recouvrent. Alors, dans une compétition, qui gagne? Alors, c'est très simple. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Et ça, c'est toujours vrai. Ça ne dépend pas du système. La performance appelle la violence. Donc, un sportif de compétition sera violent avec son corps. Un pompier dans l'incendie sera aussi violent avec son corps. Là, on a 3 pays qui envahissent leurs voisins, la Russie, Israël, le Rwanda. C'est 3 pays qui ont été humiliés lors de la précédente compétition. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est quand même une des causes. Donc, à chaque fois, la performance amène la violence. Et en fait, si vous réfléchissez bien, moi, je n'ai pas trouvé d'exemple où la performance n'appelait pas la violence. En fait, on pourrait se dire, oui, mais il y a quand même des règles, il y a des lois. Oui, alors il y a des règles et des lois qui encadrent le niveau de violence. Tout simplement, quoi. Donc, c'est toujours vrai. Donc, ça, c'est pas un problème, c'est un fait, quoi. Donc, la performance appelle la violence. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'on est très content qu'un pompier soit violent avec son corps quand il éteint un immeuble en feu, évidemment. Donc, là, on a besoin de performance. Mais c'est court. Le pompier, il reste 20 minutes dans l'incendie. Le problème actuellement, c'est qu'on est dans une culture de la performance. La performance est pensée comme positive. Et d'ailleurs, on fait de la performance du matin au soir. On est dans la culture de l'optimisation. Là, je vous apprends rien. C'est vraiment, on tous optimise. Et donc, dans cette culture de la performance, nous sommes entrés dans une culture de la violence. Non-stop. Donc, violence contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés, et donc contre les écosystèmes. Et alors, cette violence contre les écosystèmes, il faut vraiment être aveugle pour ne pas la voir. C'est-à-dire que le coût de notre performance, c'est quand même là que ça se voit le mieux. On est en train de dévaster les écosystèmes. Notre performance est en train de créer un burn-out planétaire. Alors, il y a 4 sujets, comme vous savez bien, pénurie de ressources, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Ça, c'est les 4 sujets socio-écologiques, on va dire. Alors, je voudrais quand même, vous êtes tous au courant de ces sujets-là, donc je n'ai pas besoin d'épiloguer, mais je voudrais quand même faire sortir 3 points saillants de toutes mes rencontres que j'ai fait à droite à gauche, parce que ceux-là, à mon avis, il faut quand même les souligner. Le premier point, c'est que tout le monde est au courant. Les politiques, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales,
tout le monde sait qu'il y a un problème. Hein. Mais le problème, c'est qu'en général, on n'utilise pas les bons mots et on n'a pas les bons ordres de grandeur. Ça, c'est très frappant. Hein. Ouais. Il est trop fort ou... Il est plus fort, c'est ça. Oui, d'ailleurs, vous voyez, là, je vous dis beaucoup de choses en peu de temps. Je fais de la performance. Bah, c'est moins transformateur que si on passait une semaine à tranquillement échanger. Hein. Ce serait plus robuste. Ouais. Enfin, bon, on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est de la performance qui, du coup, ça va trop vite. Quoi. Alors, ouais, le premier point saillant, c'est qu'on n'utilise pas les bons mots et on n'a pas les bons ordres de grandeur. Donc, typiquement, on va utiliser le mot réchauffement climatique. Alors, réchauffement climatique, ça nous donne l'impression que c'est la moyenne qui augmente. Alors, c'est pas ça qui augmente, hein, c'est l'écart type qui augmente. Donc, c'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Ça change tout. Hein. On n'apporte pas du tout les mêmes réponses à un réchauffement climatique et à un dérèglement climatique. À la limite, c'est même le contraire. Hein. Si c'était un réchauffement climatique, ben, on prévoit. Si c'est un dérèglement climatique, on se prépare. Ça n'a rien à voir. Hein. Si vous voulez, dans le réchauffement climatique, on construit des digues. Dans un dérèglement climatique, on fait des maisons amphibies. C'est vraiment complètement d'autres stratégies. Hein. Et un autre mot, c'est l'érosion de la biodiversité. Ça, c'est complètement. On est à côté de la plaque. Hein. Érosion de la biodiversité, ça donne un peu l'impression qu'il y a quelques espèces qui disparaissent. Non, c'est un effondrement de la biodiversité. Et même, je préfère même le mot qu'utilise Aurélien Barraud, c'est la première grande extermination de la biodiversité. Donc, si vous voulez un ordre de grandeur, hein, c'est en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur les continents. 70% en 50 ans. C'est 1000 fois plus vite que la disparition des dinosaures. Voilà un ordre de grandeur qui a du sens. Donc, c'est la première grande extermination. C'est même l'extinction de masse, c'est trop faible. On va 1000 fois plus vite qu'une extinction de masse. Et c'est une seule espèce qui le fait. Donc, c'est du jamais vu sur Terre. Donc, c'est une extermination. Donc, les bons mots, les bons ordres de grandeur. Hein. Si vous voulez un ordre de grandeur pour le climat, c'est les événements climatiques extrêmes en France. Leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc, nous sommes rentrés dans ce monde déréglé. Quoi. Voilà, donc les bons mots, les bons ordres de grandeur. Le deuxième point, c'est que sur ces quatre questions-là, ce qui domine, c'est le climat. Et dans le climat, ce qui domine, c'est le CO2. Et donc, on fait des bilans carbone. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai vu des bilans carbone. Alors, en même temps, il faut être indulgent, il faut être tolérant. C'est une porte d'entrée dans la question. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est une très mauvaise idée. Je ne suis pas négationniste du climat. Hein, donc, encore une fois, climato-sceptique, hein, ça c'est un mot ancien. Hein, c'est un fait scientifique établi. Hein, donc, on est négationniste ou on l'est pas. On n'est pas sceptique. Mais alors, je reviens à mon climat. Pourquoi c'est pas la bonne porte d'entrée? Tout simplement parce que quand on réduit toute la complexité socio-écologique à une question de CO2, on va trouver des solutions réductionnistes pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, par exemple, on va faire des usines de capture directe du CO2. Ça, c'est le projet le plus débile qu'on puisse imaginer. Hein. Ça permet à d'autres industries de continuer à polluer en achetant du quota carbone à ces usines qui filtrent de l'air pour faire du charbon. Quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Mais si je prends juste l'exemple de la batterie au lithium, si on la généralise, la batterie au lithium, ça va aggraver les trois autres sujets. Hein. Ça aggrave la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça aggrave les pollutions globales. Donc, quand on commence par le climat, on aggrave les trois autres sujets. En général, hein. C'est pas toujours, mais en général. En fait, il faut juste réaliser que nous n'avons pas de levier direct pour le climat. Et c'est une excellente nouvelle. Imaginez que Poutine est un levier pour le climat. Heureusement qu'on n'a pas de levier individuel pour le climat. Alors, où est-ce qu'on a un levier et c'est comment il faut prendre la question? C'est très simple. Hein. Comme je vous le disais, notre performance fait une guerre à la vie. Donc, le premier levier, c'est la biodiversité. De très loin. De très loin, parce que la biodiversité, on peut le faire, nous, individuellement, dans les territoires, et quand on augmente la biodiversité territoriale, notamment par l'agriculture, l'agroécologie, les jardins créoles dans les Caraïbes, le milpa mexicain, les permacultures, l'agroforesterie, tout ça, c'est de l'agroécologie. Hein. Quand on stimule la biodiversité dans les territoires, c'est positif pour les trois autres sujets. En fait, ça va stimuler la microflore, la microfaune des sols, donc ça va dépolluer les territoires, ça remet de la matière organique dans les sols, donc ça stocke du CO2 et ça produit beaucoup plus de biomasse par mètre carré, donc ça va nous permettre d'avoir une économie basée sur des matériaux biosourcés, biodégradables, compostables. Sortir du pétrole et des métaux pour aller vers du biosourcé. Donc c'est très clair, hein, c'est la biodiversité d'abord. Hein, et ça, je ne comprends pas qu'on ne le dise pas systématiquement. Il y a un très bon bouquin de Pierre Gilbert là-dessus, Géomimétisme. Je vous invite à lire parce qu'il y a plein de solutions basées sur la biodiversité pour régler le problème du climat.
Donc ça, c'est le deuxième point, la biodiversité avant le climat. En fait, si vous voulez, on en est au moment où on a des mots, maintenant, il faut faire des phrases. Il faut articuler les choses, quoi. La biodiversité va régler le problème du climat, pas l'inverse. Et puis un troisième point, c'est le mot rouge. Nous entrons dans le monde fluctuant, le monde de la polycrise. Donc fluctuant, ça veut dire que c'est variable et imprévisible. Et ça, tout le monde est d'accord. Le GIEC, l'OCDE, la CIA, le Forum économique mondial de Davos, vraiment tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Donc ça va tanguer de plus en plus fort pendant tout le XXIe siècle, hein, et on en prend pour 2 ou 3 siècles. C'est ce que dit Denis Meadows. Hein. Nous nous préoccupons des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc ça va fluctuer pendant longtemps et ça va s'amplifier et on ne pourra pas changer les fluctuations à court terme. Donc ça va augmenter. On a tellement tout déréglé que ça va nous impacter aussi. Alors comment on fait dans ce monde fluctuant? Parce que c'est ça le sujet. Alors comment on fait? La question finalement à se poser, c'est celle-là. En fait, il faut juste réaliser que c'est cette question-là qu'il faut se poser en premier. Comment habiter le monde fluctuant? En fait, en réfléchissant bien, hein, toutes les autres questions sont secondaires. C'est celle-là qu'il faut se poser en premier. Hein. Comment on fait quand on est dans un bateau et que la tempête se lève et qu'elle va durer pendant des décennies? Comment on fait? Et qu'en plus, elle va devenir de plus en plus violente. Alors, vous voyez, j'ai mis un arbre parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans les fluctuations, donc ils ont des solutions. D'où le lien au vivant. Le vivant peut peut-être nous donner des recettes, des principes pour habiter un monde qui fluctue. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ces solutions? Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. En fait, ça tient en un mot, c'est le mot de robustesse. Ah, ok, c'est trop fort. Alors, la robustesse. Donc, les êtres vivants sont robustes. Alors, c'est quoi un système qui est robuste? C'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Robustesse, ça vient de Quercus robur, le chêne. Donc, un arbre, c'est l'exemple typique d'un système qui est robuste. Un arbre, ça résiste au vent, donc c'est stable malgré les fluctuations. Et ça résiste aussi aux sécheresses estivales, aux gelées hivernales, donc c'est viable malgré les fluctuations. Donc, le système robuste, typique, canonique, si vous voulez, c'est l'arbre. L'arbre, il est stable et viable malgré les fluctuations. Si vous cherchez bien, en fait, tous les êtres vivants sont robustes. Tout simplement parce que ceux qui ne sont pas robustes ont été décanillés par l'évolution darwinienne. L'évolution du vivant, c'est la sélection des robustes. Ceux qui ne sont pas robustes ne sont plus là pour en parler. Alors, en fait, là, vous voyez, le mot robuste, c'est juste le mot juste. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste, voilà, par définition. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le vivant nous donne une recette pour être robuste. Comment on fait pour être robuste? Alors, c'est là où c'est très clair. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc là, on a un contre-modèle autour de nous et en nous. Parce que nous aussi, le corps humain est robuste. Par exemple, on peut jeûner pendant 15 jours, au moins. Donc voilà, on a un deuxième métabolisme qui s'enclenche s'il y a une grosse fluctuation nutritive. Quoi. Bon, ça, c'est la robustesse du vivant. Alors, aller contre la performance, il faut quand même que je nuance. C'est pas comme s'il y avait zéro performance chez les êtres vivants. Il y a des moments de performance, un peu comme le pompier, si vous voulez. Il y a des moments où le vivant est très performant. La lionne qui se chope la gazelle va vraiment prendre le chemin le plus court, efficace, efficient. Mais une lionne, ça dort entre 16 et 20 heures chaque jour. Donc, cherchez la performance quand même. Et dans le moment où elle est réveillée, cette lionne, elle se promène, elle s'occupe de ses petits. Tout ça, c'est pas de la performance. Et quand elle se décide enfin à chasser, 95% du temps, elle rate. Donc, même dans les moments de performance, elle n'est pas performante. Et donc, c'est un peu tout est comme ça. En fait, c'est juste que les biologistes, pendant des années, ont raconté que voilà, le vivant était très performant, que c'était un modèle à suivre. Dans le biomimétisme, on l'a entendu très souvent, ça. Très souvent, c'est parce que les biologistes prenaient un morceau du vivant. Ils prenaient l'écaille de requin et son hydrodynamisme incroyable en oubliant tout le requin. Le métabolisme du requin n'est pas performant. L'écaille, l'hydrodynamisme de l'écaille de requin, oui, alors là, c'est très performant. La libellule peut prendre 30 G. Ça, c'est incroyable. C'est une performance incroyable. Mais elle ne fait pas 30 G tout le temps, une libellule. Elle n'est pas tout le temps en train de se prendre des 30 G. Quoi. Voilà, mais ça, c'est vraiment un biais. Alors, ça dit énormément de notre culte pour la performance, y compris pour les biologistes. On s'est fait avoir aussi. On a voulu voir la performance partout. Donc, ça dit énormément de notre obsession pour la performance. Ça ne dit rien du vivant.
Donc, heureusement, maintenant, on atterrit, littéralement. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on analyse les êtres vivants de façon systémique, holistique, quand on regarde tout le système vivant? Ce qu'on voit en premier, vous voyez, c'est les mots que j'ai mis à gauche, là, inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision. C'est ça qu'on voit en premier quand on analyse un système vivant. Donc, un réseau de neurones, un réseau métabolique, un réseau physiologique, c'est ça qu'on voit en premier. En fait, ça saute aux yeux. Enfin, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Regardez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Voilà, c'est très redondant, un arbre. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons ou le nombre de villosités que vous avez dans l'intestin. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Ça a un coût. C'est pas très efficace, c'est pas très efficient, mais vraiment pas du tout. Alors, je vais quand même vous donner mon exemple favori. Alors, quand même, juste pour le dire en un mot, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que quand on réduit les performances, on augmente les marges de manœuvre, on augmente le jeu dans les rouages. Ça permet d'absorber les chocs et donc d'être robuste. Alors, je vais vous donner mon exemple favori, c'est celui que j'utilise tout le temps, mais il est pratique parce qu'on peut se l'approprier facilement. C'est celui de la température corporelle. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés. Ça, c'est notre température de croisière. Et puis, quand on attrape un virus, là, comme un peu c'est la saison en ce moment, on peut avoir de la fièvre. Et à 37 degrés, votre métabolisme, votre système immunitaire n'est pas très performant. En fait, s'il fallait mettre une note, ce serait 10 sur 20. Voilà. Mention passable. La mention passable, dans l'évolution, c'est ça qui permet de traverser les millions d'années. C'est ça qui est incroyable dans le vivant. Voilà, donc, ce n'est pas très performant. À 37 degrés, ça tourne, mais ce n'est pas exceptionnel. À 40 degrés, alors là, par contre, vous avez un système immunitaire extrêmement performant. Certaines enzymes qui sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Il y a des enzymes qui ne sont là qu'à 40 degrés, qui ne sont pas là à 37 degrés. Donc, le facteur, c'est infini. Ils sont infiniment plus actifs à 40 degrés qu'à 37 degrés. Et donc, vous voyez bien le problème. La question, c'est tout simple. À 37 degrés, on n'est pas très performant. Enfin, quand je dis on, notre métabolisme n'est pas très performant. Notre système immunitaire n'est pas très performant. On a gardé des marges de manœuvre pour une fluctuation imprévisible. Le jour où il y a une fluctuation, là, on autorise la performance sur dérogation. Parce qu'à 40 degrés, notre système immunitaire est très performant. Mais là, par contre, ça devient très fragile. Parce que les enzymes qui tournent à fond sont en train de se brûler, elles sont en train de faire un burn-out. Donc c'est pour ça qu'on est très fatigué à 40 degrés. En fait, on fait l'expérience du burn-out, un burn-out moléculaire. Donc on ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés, c'est 3 jours maximum. Après, on meurt. Donc si vous voulez, ce que nous dit le vivant, c'est qu'il autorise la performance, mais il faut mettre une date de péremption. La performance est un mal nécessaire. Voilà, c'est ce que nous dit le vivant. C'est un mal nécessaire. Ce qui permet la vie, la pulsion de vie, c'est la robustesse. Quand on fait de la robustesse, on crée un potentiel. Quand on fait de la performance, on dissipe le potentiel. Et donc, on dissipe ce potentiel seulement dans la crise. Et après, on s'arrête. Donc là, vous voyez bien où est le curseur entre robustesse et performance. Vous voyez bien que dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés. Donc, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé, qui est le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés, qui est le mode performant, donc fragile. Parce qu'à 40 degrés, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Donc, il ne faut pas se prendre une surinfection quand on est à 40 degrés. Parce que là, il n'y en a plus beaucoup sous le capot. Alors, ça, c'est ce que nous dit la biologie. Donc, il y en a vraiment des milliers d'exemples. Et ça, c'est un principe général de la biologie. Enfin, s'il y a une seule chose à retenir de la biologie, c'est ça. Les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Alors maintenant, si on bascule dans le social, dans la société, c'est très simple. En fait, ce qui nous arrive là, en ce moment-là, ce n'est pas une crise sociale, une crise écologique, une crise économique, une crise géopolitique. Au premier ordre, c'est une crise culturelle. C'est culturel. Il va falloir dérailler du culte de la performance. Et je pèse tous les mots. Dérailler, parce que nous sommes sur des rails. C'est un culte, parce que nous pensons que la performance est positive, alors que tout nous montre que nous vivons un burn-out. C'est complètement fou. Enfin, une fois que vous l'avez vu, c'est absolument dingue. C'est délirant, littéralement. Et donc, c'est la performance. Il faut dérailler du culte de la performance. Alors, à quoi ça ressemble? Là, je vous mets une petite courbe pour représenter les choses, de façon trop simpliste, évidemment. Mais le progrès, donc la courbe du progrès, ça a longtemps été une courbe vers toujours plus de performance. Grosso modo, depuis qu'on a inventé l'agriculture, au néolithique, il y a 10 000 ans.
Donc, c'est là qu'on prend le contrôle de la nature et qu'on augmente la performance, donc y compris des plantes, des animaux, animaux domestiqués, ils augmentent eux-mêmes leur performance. Puis après, ça s'est pas arrêté. Donc, la colonisation, la domestication, les plantations, justement, dans les Outre-mer, la mécanisation, la grande accélération depuis les années 50, c'est une courbe vers toujours plus de performance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Aujourd'hui, on se rend compte que cette courbe du progrès, c'est une courbe en cloche. Donc, pour l'AFD, le D de développement, ça, faut pas le rater quand même. Le développement, ça ne passera pas par de l'augmentation de performance. Il faut le dire quand même assez simplement, quoi. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire macro, je ne dis pas qu'il y a des endroits où il va falloir augmenter la performance. Il y a des niches où il va falloir augmenter les performances, mais ce n'est certainement pas une solution générale. Parce que nous vivons un burn-out planétaire. Donc, si on continue à augmenter les performances, on va menacer la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc, voilà. Donc, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Donc, du coup, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus robuste. Pour être plus robuste, il faut mettre la performance au second plan. Il ne faut pas l'exclure, mais il faut la mettre au second plan. On donne le primat à la robustesse. Là, vous voyez, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Je n'invente rien, je suis donc ras des pâquerettes. En plus, je suis biologiste végétal, donc c'est mon domaine. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le monde fluctuant appelle plus de robustesse, la robustesse appelle à baisser la performance. En fait, c'est ça le point clé, si vous voulez, sur ce petit schéma-là, c'est les deux axes. En fait, il faut réaliser que performance et robustesse sont sur deux axes différents. On ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, c'est physiquement impossible. Quand on est très performant, on est très expert, très spécialisé, très optimisé, très canalisé, très adapté, et donc pas vraiment adaptable. Quand on est très robuste, c'est l'inverse. On diversifie, on explore, on expérimente, on est très adaptable, donc jamais vraiment adapté. C'est vraiment deux chemins différents. Alors ça, c'est la bascule, j'endosse le fait scientifique, mais le problème, évidemment, c'est que ça ne vous aura pas échappé, l'injonction à la performance est toujours là. Nous sommes toutes et tous dans le cul de la performance, les chercheurs aussi. Nous aussi, on a des tas d'indicateurs de performance de partout, toxiques, comme partout. Donc, comment on fait pour basculer d'un monde qui est drogué à la performance pour aller vers ce monde pluriel de la robustesse? Alors, là aussi, le vivant nous donne une clé, parce que les êtres vivants, notamment les nuées d'oiseaux, ils nous montrent comment un système peut se transformer, comment il peut changer. Et donc, c'est très joyeux, les nuées d'oiseaux, c'est très beau à voir d'ailleurs. Ces nuées d'oiseaux, en fait, c'est un système qui se transforme en permanence, qui change, mais sans faire de casse. Mais les oiseaux ne tombent pas. Donc, c'est vraiment une leçon de transformation sans faire de casse. C'est la révolution sans coup férir, si vous voulez. Alors, comment ça marche, ce truc-là? C'est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. Donc, ils vont se synchroniser en périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Donc, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons, c'est vrai pour la plupart des systèmes sociaux. La Révolution française, par exemple, c'est la périphérie qui a fait basculer le système. L'Empire chinois, c'est les comptoirs européens qui ont fait basculer l'Empire chinois. Enfin, c'est vraiment, très souvent, c'est la périphérie qui fait basculer le système. Donc, ça veut dire que si on veut voir le monde entier basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir Total, McKinsey, la Commission européenne. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde fossile. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. C'est une photo sépia du monde d'avant, un monde mort, en fait, un monde zombie. Donc, il faut plutôt aller voir ce qui se passe dans les collectifs de citoyens qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations. Parce que là, ils ont déjà inventé des solutions robustes. Pas le choix. Et ça, c'est très joyeux parce que, justement, quand on passe du temps dans ces collectifs, et je pense que vous en connaissez plein, dans ces collectifs qui sont déjà soumis à des fluctuations, il y a déjà plein de solutions robustes. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a déjà basculé dans le monde robuste. Ce qui est fou, c'est que le monde médiatique, le monde du pouvoir, est encore obnubilé par la performance. Donc, il prend toute la place médiatique. Mais en fait, dans les territoires, c'est le monde robuste qui est déjà là. C'est la fameuse phrase, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On entend beaucoup les arbres tomber en ce moment. Stellantis, Evergrande, Boeing, Nike, pour des entreprises qui sont en train de dévisser complètement.
Mais on n'entend pas trop parler de la forêt qui pousse, hein, alors que pourtant, elle est là et ça ne va pas s'arrêter. Alors, à quoi ça ressemble cette forêt qui pousse? Alors, voilà, c'est très joyeux. Hein. Et en fait, ainsi, on doit donner un moment où ça a basculé. Hein, c'est entre 2010 et 2020. Donc, ce n'est pas un projet pour 2050, hein, la robustesse. Hein. On est déjà dedans. Hein. Enfin, faut pas attendre 2049 pour se poser des questions. Hein. Non, c'est maintenant, on est déjà dans le monde de la robustesse. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, par exemple, c'est de l'agriculture, on bascule de l'agriculture intensive vers l'agroécologie, l'agroforesterie, les permacultures. Donc, l'agroforesterie, par exemple, dans les jardins créoles dans les Caraïbes, hein, c'est de l'agroforesterie hein, à plusieurs étages. L'agroforesterie, évidemment, ça protège les cultures des intempéries, ça tique toutes les bonnes cases, hein, des symbioses, ça réduit le nombre d'engrais, de pesticides, etc. Donc, en fait, ça rend le territoire autonome. En fait, si je dois le dire en une phrase, quand on bascule dans la robustesse, on apprend des îles. Parce que les îles doivent être autonomes. Et donc, ce sont les îles qui vont nous apprendre, nous, les territoires continentaux, à vivre en autonomie. Ça, c'est de la robustesse. Autonomie active, hein, ce n'est pas l'autonomie repliée sur soi, hein, c'est l'autonomie active, avec des interactions, évidemment. Mais donc, voilà, l'agriculture, l'agroécologie, ça, c'est un exemple typique, hein, et c'est en train de se développer très fort, hein, avec ou sans backlash écologique. C'est qu'un petit paysan ne peut plus commencer en agriculture intensive aujourd'hui. C'est trop cher. C'est terminé. Le phosphate marocain, pour les plus pessimistes, on va atteindre le pic de phosphate en 2040, c'est dans 15 ans. Hein. Et c'est juste le phosphate, et c'est en faisant l'hypothèse qu'il n'y ait pas de guerre. Hein. Alors autant dire que c'est quand même extrêmement optimiste. Donc non, on va basculer vers l'agroécologie, et ça va nous surprendre. Hein. Un peu comme quand on a arrêté de fumer dans les restaurants, si vous voulez. Un mois après, plus personne ne voulait fumer dans les restaurants. Hein. Ça va être à peu près pareil. Hein. On va appeler ça l'agriculture, et on ne se posera même plus la question. Hein. Évidemment que ce sera de l'agroécologie. Donc c'est ce que je dis souvent, hein. Faites bien des photos quand vous voyez des champs tout jaune là, de colza ou de blé sans arbre, c'est terminé ça. Hein. La France, c'est une forêt. Hein. Et donc, dans les territoires d'outre-mer, c'est aussi des forêts. Hein. Donc, c'est le modèle de l'agriculture. Il faut plutôt se concentrer sur le modèle japonais. Les Japonais, eux, ils ont fait un néolithique beaucoup plus tardif et qui a directement démarré par de l'agroforesterie. Ils mettaient des châtaigniers au-dessus des cultures. C'est ça qui va se passer chez nous aussi. Hein. On a juste copié le modèle agricole du croissant fertile syrien. Donc, on a copié une savane. Ce qui est une hérésie hein, en Europe, hein, notamment. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'agriculture. Deuxième exemple, c'est l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme modèle arrivé? Évidemment, l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'économie de l'usage, l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité. Ce qu'elles ont en commun, ces économies, c'est qu'elles prennent de la distance avec l'économie propriétaire. En fait, on bascule de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. C'est très pragmatique. Il y a des pénuries chroniques de ressources, donc on remplace la matière par des interactions. Alors, ce qui est assez incroyable avec ça, c'est que quand on bascule dans ce mode d'économie, l'impossible devient possible. Et d'ailleurs, c'est général pour le basculement de la performance à la robustesse. Si je vous dis par exemple que dans l'économie de la fonctionnalité, les objets haut de gamme seront accessibles au prix le plus bas. Ça, c'est impossible dans la loi du marché, hein, la loi de l'offre et de la demande, ce n'est pas possible. Évidemment que c'est ce qui se passe dans l'économie de la fonctionnalité, parce qu'on a des objets qui circulent entre plusieurs personnes, donc ce sont des objets haut de gamme, robustes mécaniquement, mais pour y avoir accès, je paye 1 €. Donc j'ai accès au haut de gamme, au prix le plus bas. Et donc c'est pour ça que ça se développe beaucoup. Hein. Donc c'est les biens en commun, c'est les bibliothèques d'objets, c'est les voitures partagées, c'est les vélos partagés, tout ça, c'est la nouvelle économie post-capitaliste. Le capitalisme, capita, hein, c'est la tête de bétail. Donc, c'est le lien propriétaire. Nous sommes en train de quitter ce monde-là. Et puis, un troisième exemple, c'est les approches participatives, les conventions citoyennes, les approches participatives diverses et variées. Donc, ça aussi, c'est un grand succès. La Convention citoyenne pour le climat en France a été une vraie preuve de principe. Alors, elle a été sabordée par le gouvernement, mais elle a fait plein de petits. Convention des entreprises pour le climat, convention territoriale, etc. Donc, en fait, ça ne va pas s'arrêter, ça. Ça, c'est une école de la coopération. Et donc, c'est en train de se faire. Alors, je vais quand même vous donner des exemples. Par exemple, Just Dig It. Just Dig It, là où l'impossible devient possible, je vais vous raconter qu'on peut transformer le sable en eau. Ça paraît impossible. Si, c'est possible. En fait, si on veut reverdir le désert, par exemple, on va faire la méthode des demi-lunes. Une petite dune, ça fait un dénivelé. Un dénivelé, tous les matins, il y a de l'eau qui va se condenser. Là, on a transformé le sable en eau. Et donc, on va reverdir le désert. Alors, ce n'est pas très performant, hein, évidemment. C'est plus lent que de prendre un tuyau d'arrosage et d'arroser le désert. Hein. Mais c'est beaucoup plus robuste. Parce qu'il n'y a pas besoin de tuyau d'arrosage, il n'y a pas besoin de pétrole pour dessaler de l'eau de mer ou ce qu'on veut. Ça vient tout seul. Donc, on fait l'infrastructure au départ et après, ça se maintient tout seul. Ça, c'est robuste. Et ça marche très bien. Des centaines de milliers d'hectares qui ont été reverdis. Donc, ça, c'est des méthodes qui vont se développer très fort parce qu'elles ont fait leurs preuves. Et on voit ça aux marges.
évidemment. Si on est dans une pétromonarchie, on va continuer à desceller de l'eau de mer et d'arroser le désert. Et ça, c'est le cœur du système, qui ne va pas durer très longtemps. Alors, un autre exemple, c'est sur les inondations. Donc là, on est en France métropolitaine, mais ça peut se décliner dans à peu près n'importe quel territoire. Oui, à gauche, ça, c'est le remembrement. Donc, on a canalisé les rivières, on a fait sauter les haies, on a augmenté les surfaces agricoles, stratégie de performance. Quand on fait ça, c'est très violent. Le remembrement, il y a eu des morts, hein, des paysans avec des fusils, etc. Hein, c'était performance, violence, c'est toujours pareil. Donc, de quoi on hérite? On hérite d'un commun négatif. Ce territoire, c'est un commun négatif. C'est-à-dire qu'on a une rivière canalisée, une autoroute à eau. Et donc, quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau va envoyer l'eau très rapidement dans la ville voisine et ça va inonder et faire des dégâts. Donc, très souvent, les inondations sont catastrophiques parce que nous avons créé des infrastructures performantes qui autorisent, qui catalysent ces destructions. Valence, hein, par exemple. Bon, alors, les citoyens se sont fait inonder un certain nombre de fois. Donc, vous voyez, à droite, ce qu'ils ont fait, hein, ils ont retracé une rivière. Ils ont reméandré leur rivière. Donc, cette rivière, elle est plus lente, elle est plus erratique, elle prend plus de place, donc elle est moins performante d'un certain point de vue. Cette rivière qui est plus grosse, si vous voulez, elle va maintenant, quand il pleut beaucoup, elle va déborder dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Donc, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Encore une fois, on a mis la robustesse avant la performance. Et oui, ça se passe sous nos yeux, hein. Bon, je vous invite à mettre une lunette performance robustesse. Vous allez le voir partout. C'est vraiment, une fois qu'on l'a vu, ce truc-là, c'est plus possible de ne plus le voir, hein. Alors, ce qui me plaît bien, donc ça, là, on est aux marges, hein, on est dans le monde rural, près de Bourges, mais ce qui me plaît bien, c'est qu'on en parle au Journal de France 2 à 20h, en prime time. Les marges sont en train de contaminer le cœur. Alors, peut-être, je ne sais plus ce que j'ai mis derrière, l'agroforesterie, j'en ai déjà parlé, mais peut-être un petit mot quand même sur l'agroforesterie. Donc là, il y a des exemples dans les Outre-mer. Mais sur l'agroforesterie, c'est vraiment le modèle du futur, hein, pour l'agriculture, hein. Il faut quand même le dire aussi simplement que ça, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver dans un moment où il va y avoir plus d'intempéries. Comment on protège les cultures des intempéries? En mettant des arbres. Donc, à la fois de la sécheresse, parce que ça maintient l'hygrométrie, mais aussi du vent, de la grêle, etc. Et en plus, ça produit plus de biomasse. Enfin, c'est vraiment extrêmement positif. Et en plus, ce que ça fait, c'est que ça produit plus de biomasse. Donc, ça va compenser le fait qu'il y aura moins d'élevage. Donc, la polyculture élevage, hein, c'est clairement le modèle agricole futur avec de l'agroforesterie, mais il y aura quand même moins d'élevage. Juste parce que ça va être impossible de maintenir, il ne faut certainement pas maintenir autant d'élevage qu'actuellement, hein. Vous savez que 80% de la PAC, hein, c'est pour nourrir de l'élevage intensif, 80% de la politique agricole commune, hein. C'est n'importe quoi, hein. Vraiment, ça, c'est le cœur du système qui est complètement orthogonal au monde qui vient. Donc, l'agroforesterie, pourquoi ça marche? Parce que ça produit beaucoup de feuilles et toutes ces feuilles tombent dans le sol, ça fait de la matière organique et en fait, ça apporte la matière organique qu'on n'aura plus ou moins parce qu'on aura moins d'élevage. Donc, plus on met d'arbres, moins on a besoin d'élevage, si vous voulez. C'est un peu l'équilibre à trouver. Bon, voilà, c'est un exemple. J'avais un autre exemple. Oui, construire sur les fluctuations. Donc, ça, c'est plutôt pour les constructions. Donc, ça, c'est un exemple du cabinet EDL, Éric Daniel Lacombe. Donc, Éric Daniel Lacombe, c'est un architecte des désastres. Donc, on l'appelle très souvent quand il y a eu une grosse inondation et une grosse destruction. Et en fait, après, il propose des constructions. Alors, le côté révolutionnaire de son approche, c'est qu'il ne considère pas l'eau comme un ennemi, mais comme une matière. Il construit avec l'eau, avec le flux d'eau, avec le fait que ça fluctue, quoi. Il construit avec les fluctuations. Donc là, par exemple, vous voyez, il construit des maisons dans un lit de rivière, mais elles sont sur pilotis, avec des passerelles, etc. Enfin, c'est des habitats qui vivent avec les fluctuations, tout simplement. Donc ça c'est de la robustesse. Voilà, on vit avec les fluctuations. Je vais vous donner un autre exemple de vie avec les fluctuations. C'est un exemple que j'aime bien utiliser. Ça, c'est Arnaud Créteau. Donc, c'est une boulangerie avec un four solaire. Donc ça peut se faire absolument n'importe où, hein. Donc le four solaire, hein, c'est ce qu'on peut faire de plus low-tech, hein, c'est des miroirs qui concentrent les faisceaux lumineux et ça fait un four extrêmement puissant, hein. Vous mettez un morceau de bois dans le faisceau, il va prendre feu, hein. C'est vraiment très très puissant. Cette boulangerie, il fait du pain avec son four solaire, mais ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il n'est pas à Nice ou à Tahiti, hein, il est à Rouen. Alors à Rouen, il y a du soleil, hein, mais pas quand même suffisamment pour que son four puisse se tourner tous les jours. En tout cas, il ne peut pas garantir d'avoir un four fonctionnel tous les jours. Donc, comment fait-il? C'est parfait pour nous. Un exemple où on a quelqu'un qui a affaire au monde fluctuant. Comment fait-il? Alors, c'est un ingénieur énergéticien, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a compris que la solution n'était pas technique, la solution, elle est culturelle. Il faut déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie.
Si je vous dis une boulangerie en France, c'est quoi? Une boulangerie en France, et d'ailleurs à peu près dans n'importe quel territoire, c'est un boulanger qui pétrit sa pâte, qui cuit son pain la nuit et qui vend une baguette le lendemain matin, qui sera rassis au bout de 24 heures. Voilà, ça, c'est le boulanger image canonique, quoi. Alors, lui, vu qu'il a un four solaire, il ne cuit pas son pain la nuit. Hein, voilà, petit conseil, voilà, c'est mieux de cuire le jour. Voilà. Et puis, vu qu'il n'est pas sûr d'avoir du soleil tous les jours, il doit vendre du pain qui se maintient en bonne forme pendant 7 jours. Comment on fait du pain qui paraît frais comme ça alors qu'il a 7 jours? C'est très simple. Hein. Il faut utiliser des levains de boulanger qui sont moins performants. C'est incroyable, hein, ça marche à toutes les échelles, même pour le levain de boulanger. En fait, si vous prenez du levain de boulanger performant, le levain de boulanger qu'on a sélectionné, hein, c'est du levain de boulanger qui fait monter la pâte en 1h30, donc c'est très rapide. Mais quand vous faites ça, ça fait du pain qui ne se conserve pas très longtemps. Si vous mettez du levain de boulanger moins performant qui met 5 heures pour faire monter la pâte, là, votre pain, il va durer 7 jours. J'ai goûté son pain à 5 jours. C'est vrai qu'il était comme s'il était cuit de la veille. Hein, c'est assez incroyable. Et en plus, quand vous faites du pain avec du levain de boulanger moins performant comme ça, le gluten a tout le temps de se rencontrer. Donc, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte. En fait, les boulangers pétrissent la pâte depuis qu'ils ont du levain de boulanger trop performant. C'est fou. Hein, on se rend compte, c'est complètement dingue. Hein. Ça, c'est vraiment le culte de la performance. Vous voyez, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, voilà, là, vous avez un boulanger qui ne pétrit pas sa pâte, qui cuit son pain le jour et qui vend du pain qui dure 7 jours. Et vous avez en face de vous la boulangerie la plus robuste de France. Il ne peut rien lui arriver. Parce que la faille d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Là, son énergie, elle est gratuite et il a construit un modèle économique sur les fluctuations. C'est toujours pareil. Hein, la robustesse, c'est on vit avec les fluctuations, pas contre elles. Hein, on vit avec. Donc ça, c'est l'exemple de Néolocaux. Donc vous voyez, en plus, il torréfie les graines. Hein, donc en fait, il diversifie ses activités. Donc ça augmente encore sa robustesse. Hein. Donc là, il est en train de décarboner la filière du café, hein, au passage. Hein. Comment on décarbone le café? C'est tout simplement en n'utilisant pas du café. On torréfie d'autres graines qui sont produites localement. Mais alors, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que ça, c'est à la marge, hein, petite boulangerie près de Rouen, mais ils ont fait une agence, TELED, qui accompagne les entreprises à la culture de la variabilité. En fait, il faut juste réaliser que toutes nos institutions, nos collectivités territoriales, nos entreprises sont toutes dans le culte, dans l'idéologie d'un monde stable. En fait, on s'est branché sur le pétrole, et on est un peu comme des parasites qui sont branchés sur une ressource abondante et stable, et on pense que c'est toutes nos solutions, en fait, font cette hypothèse-là. Là, on est en train de quitter ce monde-là. On n'est plus dans le monde stable, on est rentré dans un monde fluctuant. Donc, il faut acquérir cette culture de la variabilité. TELED, c'est une super agence pour faire ça. Donc, ils accompagnent Enercoop, des menuiseries, etc. Enfin, c'est très général. Donc, ça, c'est aussi, à mon avis, un groupe intéressant à faire venir à l'AFD, à mon avis. Alors, évidemment, il y a une question qui reste. Il faut que j'avance, ça va, au niveau de... C'est bon. Une petite question quand même en suspens, c'est qu'est-ce qu'on fait de la tech? Parce que là, ça ne vous a pas échappé, on est dans le monde du numérique, de l'IA, des drones, des robots. Donc, comment on peut hybrider, est-ce que c'est compatible, hein, le monde de la robustesse avec ce monde de la tech? Alors, c'est très simple, en fait. Il faut juste prendre un peu de recul, hein, comme toujours. En fait, il faut juste réaliser que nous avons tous et toutes été collectivement victimes d'un hold-up. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance est technophile. Si je vous dis Silicon Valley, on a l'impression que c'est que des fans de la technique, hein, de la technologie. Eh bien non, c'est le contraire. Hein. Le monde de la performance est profondément technophobe. En fait, il faut juste prendre une seconde de plus pour le réaliser, ça. Hein. En fait, quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe, c'est même technophage. Quand on a inventé le béton, ça a détruit des tas de savoir-faire en construction. Hein. Voilà. Technophagie, technophobie. Et puis en plus, ce sont des technologies qui sont de plus en plus complexes, qui éloignent les citoyens de la technologie. Le smartphone, là, personne ici n'est capable de réparer son smartphone, alors que c'est une prothèse numérique maintenant. Ça, c'est technophobe. Hein. C'est ce que Ivan Illich appelait des technologies aliénantes. Tout ça, c'est le monde de la performance. Hein. Donc, le monde de la performance est profondément technophobe. Donc, en fait, le monde de la robustesse, lui, il est technophile. C'est ça qui est fou. Parce que dans le monde de la robustesse, quand on fait des nouvelles technologies très robustes, on les garde, bien sûr. Hein, dans le monde fluctuant, on a besoin de solutions très robustes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête des technologies plus anciennes. Si elles sont robustes, on les garde aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est de la technodiversité, comme on veut de la biodiversité.
Ça, c'est une clé de robustesse. Donc, c'est technophile. On va faire de l'impression 3D pour rendre les objets réparables à vie, mais on va garder les maisons en terre crue. On garde tout ce qui est robuste. Et en plus, on veut que les citoyens soient capables de réparer, d'adapter, de faire évoluer les technologies dans leur territoire. Donc, c'est doublement technophile. On bascule des technologies aliénantes vers les technologies émancipatrices. Ça, c'est vraiment une clé. Alors, dans les territoires ultramarins, mais on voit ça aussi en Afrique, tout ça, en fait, c'est des territoires où on n'a pas accès à la mondialisation, on n'a pas accès aux semi-conducteurs taïwanais, etc. Et ben, on développe des solutions low-tech qui sont réparables, adaptables dans le territoire. On voit ça de plus en plus, et même d'ailleurs en France métropolitaine, enfin partout. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui refusent d'acheter les dernières technologies parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir la réparer ou que la boîte qui la produit risque de faire faillite dans 3 ans. Donc, ils préfèrent acheter le modèle d'il y a 10 ans. Celui-là, il est réparable. On le voit de plus en plus. Ça, c'est la robustesse. C'est des choix de robustesse. Alors voilà, donc on arrive à cette boucle. Je vais peut-être zapper cette diapo pour gagner un peu de temps, mais elle est quand même pas mal. Oui, je vais quand même vous en parler. Ça, c'est la boucle que je vous ai présentée au départ. Donc voilà, quand il y a une crise, on augmente les performances. Quand on augmente les performances, on épuise les ressources, et donc ça prépare la crise suivante. Donc ça, c'est le hamster dans sa roue qui détruit tout. Et donc la robustesse, c'est l'inverse. Quand on a une crise, on a besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, on le transforme en lâchant le contrôle. C'est le contraire. Donc, en fait, on va plutôt créer des amortisseurs, donc de la robustesse diversifiée. Quand on augmente la robustesse, c'est là qu'on régénère les écosystèmes. Typiquement, l'agroécologie, ça régénère les écosystèmes. Et donc, on va atténuer les futures fluctuations. Alors, ça ne va pas être pour tout de suite, mais à terme, ça va atténuer les fluctuations. Donc, c'est vraiment une inversion copernicienne. C'est ce que je dis souvent, on est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature. Ça y est, là, on a perdu le contrôle. C'est les méga-feux, les méga-inondations et tout le bazar. Donc maintenant qu'on a perdu le contrôle, vivons en ayant perdu le contrôle. Si vous voulez, c'est la posture du jazzman qui fait de l'improvisation. Il n'est pas là pour gérer le risque. Il vit avec le risque, parce que le risque, ce n'est pas du risque, en fait. C'est des erreurs, c'est ça qui va nourrir l'intention de l'improvisation. C'est ça la robustesse, c'est vivre avec les fluctuations. Vous avez vu avec Arnaud Créteau, Néoloco, tout ça. En fait, il faut juste penser son organisation différemment. Alors, au passage, ça coûte beaucoup moins cher, la robustesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Le monde de la performance, c'est un monde bourrin qui brûle énormément de pétrole, tout ça pour gagner des centièmes de % de croissance. C'est vraiment assez incroyable. Donc, il n'y a pas trop à hésiter sur ce qui vient. Alors, je vais quand même terminer. Voilà, donc ma bascule performance robustesse. Juste pour terminer, juste quelques clés, pour ne pas être trop long. Premier point, la systémique. Une clé, c'est juste pour rentrer dans ce monde de la robustesse. La première chose à réaliser, c'est que dans le monde de la performance, on adore résoudre les problèmes. Je vais vous prendre l'analogie que tout le monde connaît. Vous savez, le peuple en famine, on lui apporte du poisson. On a résolu le problème. Mais du coup, on a surtout maintenu le problème. C'est un peuple qui est structurellement en famine. Donc la solution systémique, ce n'est pas d'apporter du poisson, c'est d'apprendre la pêche durable. Quand on apprend la pêche durable, on fait disparaître le problème. Alors ça, tout le monde le connaît. On l'a tous appris quand on était petit, cette petite métaphore-là, ou cette parabole, si vous voulez. Sauf qu'en fait, on ne le fait jamais. C'est assez incroyable, mais on veut résoudre les problèmes. Alors, ça, c'est le monde de la performance. On veut résoudre le problème. Quand on résout les problèmes, on maintient les problèmes. Donc, il ne faut surtout pas résoudre les problèmes. Il faut faire disparaître les problèmes. C'est la ruse. Mais ça c'est un billard à 3 bandes. Voilà, quand vous apprenez la pêche, vous faites disparaître le problème. Je vous donne un exemple, par exemple. C'est l'exemple qui est là. On n'a pas assez de matières premières. Donc, la solution pour résoudre le problème, monde performant, c'est de faire des objets avec moins de matière. On atténue, on réduit. Ça fait des objets fragiles, jetables, qui vont aggraver le problème. C'est de la maladaptation. Donc, si on fait des objets sobres, en général, ça aggrave le problème. Alors, je ne vous raconte pas pour les avions sobres, ça fait des effets rebonds, c'est vraiment de la maladaptation. Donc, quand on commence par la sobriété, ça ne marche pas, en fait. Là, on résout le problème directement. Alors, comment on fait pour faire disparaître le problème ? On fait des objets réparables. Quand on fait des objets réparables, ils ne sont pas sobres. Ils consomment plus de matière. Mais parce qu'ils sont réparables, ils vont durer, on va les transmettre. Là, ça y est, là, on a généré la sobriété. Et donc, on a fait disparaître le problème. Oui, le truc, ça, c'est de la pensée systémique. C'est vraiment comme les poissons et la pêche, mais c'est juste que ça peut se décliner absolument partout.
Alors, un autre outil qui est utile, c'est le stress test. Si vous voulez, va falloir aussi dérailler de cette culture des indicateurs de performance. L'indicateur de performance, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça indique. Donc, un indicateur, ça n'a de sens que si demain est comme aujourd'hui. Bah, dans un monde instable, par définition, demain n'est pas comme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas les indicateurs qui vont nous occuper, c'est plutôt des outils dynamiques, adaptés à un monde dynamique. Ben, un outil dynamique, c'est le stress test. Le stress test, c'est vous prenez votre organisation, votre territoire, n'importe quelle organisation finalement, hein, et vous la faites fluctuer virtuellement. Donc, par exemple, le pétrole est 2 fois plus cher l'année prochaine parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. L'année prochaine, il n'y a pas Internet pendant 6 mois sur la planète entière. Dans 3 mois, il y a une très grande inondation dans le territoire. Voilà. Genre de fluctuation. Et vous vous posez 2 questions. La première question, quelles sont les conséquences pour le territoire? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire de façon préventive pour que quand ça arrive, il y ait le moins d'impact possible? Ça, c'est un stress test, le plus classique qu'on puisse imaginer. Ben, quand vous faites ça, vous allez faire de la robustesse, forcément. Enfin, c'est un jeu sérieux. Si vous le faites sérieusement, vous allez augmenter les marges de manœuvre, vous allez ajouter des redondances, de la diversité, des liens à la biodiversité du territoire, des liens aux services sociaux, aux associations du coin, etc. Et ça va augmenter la robustesse de votre organisation. Et donc là, je vous mets l'exemple de Tumult. Tumult, c'est un jeu qui a été développé par la métropole de Lyon et qui est un stress test. Alors pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que c'est très symbolique de la bascule de la performance à la robustesse. Les métropoles, pendant très longtemps, ont voulu attirer le maximum d'entreprises, toujours plus, stratégie de la performance. Qu'est-ce que ça fait, ça? Beaucoup de casse sociale, beaucoup de pollution, beaucoup de problèmes à gérer, parce qu'il y en a finalement, il y a très peu qui restent. Maintenant, les métropoles affichent qu'elles ne veulent plus attirer des entreprises, elles veulent renforcer les entreprises de leur territoire. Ça, c'est une bascule de la performance à la robustesse. Toujours pareil. Dès que vous avez mis les lunettes, vous allez le voir partout. Tumult, voilà, c'est un jeu pour faire ça, augmenter la robustesse du territoire. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis derrière. Oui, cartographie du territoire, là, un exemple. Donc, ça, c'est vrai pour n'importe quel territoire. Comment on fait pour faire de la robustesse? Déjà, il faut regarder dans son territoire. Donc, ça peut être sur son île. D'où vient l'eau? D'où vient l'énergie? D'où viennent les fournitures? Si vous faites une recherche sur Google, quel est le data center qui tourne? Et vous allez tout de suite voir les fragilités. Les fragilités, c'est les endroits où il n'y a pas de redondance. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter de la redondance, vous ne dépendez pas seulement de l'eau municipale. Vous avez un puits et vous récupérez l'eau de pluie. Vous avez 3 sources d'eau. Ça, c'est de la redondance. Il y a plus de chances d'être robuste si on a plusieurs sources. Pareil pour l'énergie dans un territoire, diversifier les sources d'énergie. Tout ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens paysan. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Alors là, je vous donne quand même l'exemple de Pocheco parce qu'ils sont allés assez loin. Donc, c'est une boîte qui fait des enveloppes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont fait des liens à la biodiversité sur leur foncier pour participer à l'activité économique de l'entreprise. Et là, par exemple, donc, ça, c'est un exemple typique de systémique. Ils avaient des encres toxiques, donc ils avaient un espace S2 avec des masques, des règles de sécurité, des formations pour bien porter son masque, parce qu'évidemment, les salariés ne portaient pas bien le masque, etc. Donc, très compliqué à gérer. Donc ça, c'est quand on résout le problème, voilà, on va faire des formations pour porter les masques. Donc ça, c'est résoudre le problème. Donc voilà, c'est un peu une impasse. Quand on maintient le problème, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des plantes qui dépolluent les effluents des machines. Donc, ils ont choisi des machines qui tournent avec des effluents qui sont dépolluables par des plantes. C'est des encres naturelles. Et maintenant, ils n'ont plus d'espace S2, ils n'ont plus de masques, ils n'ont plus de formation pour porter des masques. Ils ont fait disparaître le problème par la cartographie du territoire, par l'ancrage territorial. Ça, c'est de la robustesse. Là, maintenant, ils ont intégré toute la filière avec la biodiversité du foncier. Donc, ça va quand même très loin. Voilà, on peut le faire pour plein d'autres choses. Peut-être que j'arrive sur l'archipel. Alors, évidemment, le petit risque avec la robustesse, c'est de penser que quand on est sur son île, on va faire de la robustesse tout seul sur son île et que ça va être un petit paradis. Eh bien, non. Dans le monde fluctuant qui vient, ça ne suffit plus. Si on est robuste sur son île, il y a bien un jour où il y aura une fluctuation plus grande qui ne va pas suffire. La robustesse a une limite. Donc, ce qui fait la robustesse, c'est la robustesse de son territoire, la robustesse interne, si vous voulez, mais qui doit être au service de la robustesse des autres territoires. Si vous voulez, c'est comme la robustesse d'un pull, d'un textile. La robustesse d'un pull ne tient pas à la solidité du fil, ça tient à la pluralité des mailles. C'est pareil pour les territoires. Un territoire n'est robuste que s'il est au service de la robustesse des autres territoires. Donc, il faut des maillages, il faut des porosités entre les territoires. Donc, ça, c'est la vraie définition de l'archipel. Un archipel, ce n'est pas des petits îlots robustes, c'est des îlots qui sont liés par un océan.
Et d'ailleurs, en Polynésie, hein, les Polynésiens vivent sur l'eau. C'est l'océan qui fait le lien. Si vous voulez, l'océan, c'est le commun des communs. Quand on fait de la robustesse, c'est ça qu'on travaille en premier. On a des îlots robustes, mais on travaille surtout les porosités entre les îles. Parce que c'est ça qui fait la robustesse, quoi. Et donc ça peut se décliner, c'est un peu une image, mais c'est en l'occurrence une image vraie, mais qui peut se décliner dans n'importe quel projet. Encore une fois, hein, c'est les îles qui vont nous apprendre à fonctionner, hein, finalement. Bon, question de posture, je vais terminer. La question de la posture, donc le décideur change de posture. Donc le décideur dans un monde stable, abondant en ressources, hein, le monde d'avant, c'était un meneur, hein, qui disait « je veux et je sais comment faire ». Posture du dictateur éclairé, qui se plante, hein, évidemment. Mais ce n'est pas très grave, parce que quand il se plante, vu qu'on est dans le monde de l'abondance des ressources, le filet de sécurité, c'est l'abondance matérielle. Dans le monde fluctuant en pénurie chronique de ressources, alors il ne faut surtout pas avoir des meneurs, parce que là, il n'y a plus de filet de sécurité. Donc, la sécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est plus l'abondance matérielle, c'est l'abondance des interactions. Et donc, le décideur, ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». C'est le contraire. Vous voyez à quel point la bascule de la performance à la robustesse, hein, c'est une inversion totale. Hein, c'est vraiment, on change de monde. Hein. Donc, voilà, quand on dit je veux, on exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on inclut tout le monde. Hein, c'est le contraire. Hein. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, c'est une posture d'humilité où on fait émerger. C'est les conventions citoyennes, hein, ou les votations, les approches participatives, etc. Voilà, je ne sais pas comment faire. En fait, c'est un appel. Hein. Vous savez, c'est un peu la définition de la coopération. La coopération, c'est un mot parfait pour l'équilibre entre performance et robustesse. La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Donc, dans le mot coopération, il y a l'équilibre entre performance et robustesse. On va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Et c'est très simple de savoir si vous êtes en coopération. Il faut être capable de dire « j'ai besoin d'aide ». Si vous n'êtes pas capable de dire « j'ai besoin d'aide », c'est que vous êtes en compétition. Bon, si on dit « j'ai envie, je ne sais pas comment faire », il y aura beaucoup de « j'ai besoin d'aide », hein, évidemment. On est en coopération. Bon, alors, je vais m'arrêter. Oui, voilà. Donc, il y a plein d'organisations qui ont embarqué la robustesse dans leur vision stratégique. Hein. Donc, au début, c'était des toutes petites structures, et puis c'est de plus en plus gros. Donc, voilà, la Fondation de France, la région Wallonie-Bruxelles, dans leur vision stratégique. Hein. Donc, voilà, c'est en train de venir. Donc, ça, enfin, j'y suis pour rien. Hein. C'est juste le monde fluctuant. Hein. Donc, voilà, forcément, c'est le mot qui vient, quoi, robustesse. Et puis, si j'avais un conseil à vous donner à l'AFD, mais que je donne partout, c'est pas forcément de faire venir un expert de la robustesse pour vous dire quoi faire. Hein. Ça, c'est de la performance. Hein. C'est du clé en main descendant. C'est la béquille. Hein. On ne s'est pas approprié. Donc, en fait, ça sert à semer une graine, quoi, hein, mais il n'y a personne qui arrose derrière. Donc, non, en fait, ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de plutôt faire des communautés apprenantes de la robustesse dans les territoires. Donc, 5-6 personnes qui veulent enrobuster leur projet, plutôt qu'elles le fassent chacune dans leur coin, ça fait une communauté. On échange sur la notion, on voit les freins, on voit les angles morts, voilà, ça va émerger et ce sera la cellule de crise 2.0. Alors, c'est une cellule de crise, en fait, c'est une cellule joyeuse parce qu'on fait de la robustesse avant la crise. Hein. Je vais vous donner un exemple, peut-être, et puis après, je termine vraiment. La ligne Maginot, par exemple. La ligne Maginot, c'était un exemple typique de solution performante. Hein. Une digue, hein, quelque part, une barrière, quoi. Très triste, un truc qui ne sert à rien et puis qui, finalement, n'a servi vraiment à rien. Du béton, enfin, vraiment, le truc triste dans tous les sens du terme. Hein. Alors, c'est quoi la ligne Maginot version robustesse ? C'est une tourbière. Une tourbière, je pense au tank de Poutine notamment. Hein. Une tourbière, c'est très joyeux, voilà, ça fait plein de biodiversité, ça marche tout le temps, c'est vraiment utile en permanence, ça enrobuste le territoire, et puis s'il y a des tanks qui viennent, ils ne passeront pas, quoi. Donc, ça marche vraiment, quoi. Voilà, c'est ça la robustesse, c'est que ça marche tout le temps. C'est pas juste on n'attend pas la catastrophe, quoi. Hein. C'est pas de la résilience, c'est de la robustesse, quoi. Bon, allez, je m'arrête. Il y a des livres, si vous voulez creuser aussi. Donc, il y a le petit tract Gallimard, Antidote au culte de la performance. C'est un texte de 60 pages qui résume ce que je viens de vous raconter. Les petits bouquins chez Audi Jacob avec plus de détails. Un MOOC chez Sator. Donc, Sator, c'est une plateforme avec plein de cours en ligne. C'est 20 fois une demi-heure à chaque fois. Sur l'eau, sur des tas de sujets. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et puis, je vais m'arrêter là pour que, voilà, on a une demi-heure pour les questions. Merci de votre écoute.
Et la conclusion sur la communauté apprenante est super pour nous parce qu'il se trouve que les gens en ligne, les auditeurs, auditrices des Outre-mer font partie d'une communauté Move Outre-mer qui a cette intention et cet esprit-là. Donc, hyper intéressant. Je pense que ça nous parle beaucoup de voir voilà, comment la suroptimisation fragile nous épuise, de voir tous ces exemples concrets qui montrent qu'il y a déjà des chemins en marche vers autre chose. Et c'est vraiment une façon complètement différente de voir, de faire, de s'organiser. Donc, est-ce qu'on a déjà des questions en ligne pour privilégier, et on a des retours très enthousiastes des gens en ligne. Donc, la première, est-ce que les économistes de la croissance sont déjà à l'écoute de ce changement de paradigme pour changer les modèles mathématiques? Alors, alors, en économie, il y a une très belle théorie économique qui va très bien avec la robustesse, c'est la théorie de la viabilité. Et si ça s'appelle viabilité, c'est pas par hasard, hein. Il y a un lien au vivant. Donc c'est Jean-Pierre Aubin, par exemple. Si vous voulez chercher une thèse, la thèse de Claire Bernard en 2011, vous la trouverez en PDF. Hein, si vous tapez dans Google Claire Bernard, viabilité, thèse 2011, vous allez tomber dessus. Et alors, théorie de la viabilité, donc à mon avis, c'est là où il y a quelque chose à creuser. Donc c'est utilisé en foresterie, en pêcherie, etc. Donc ça commence comme une approche multicritère. Donc l'approche multicritère, hein, c'est très arrogant. Hein. Ça veut dire qu'on connaît tous les critères et qu'on sait ce qui va se passer. Alors ça commence comme ça. Donc ça, c'est le monde de la performance, hein, le monde stable. Voilà. On identifie un optimum, mais dans la théorie de la viabilité, on ne suit surtout pas l'optimum, parce qu'on a compris que c'était suicidaire dans un monde fluctuant. Donc on prend des marges de manœuvre autour de l'optimum. Quand on prend des marges de manœuvre autour de l'optimum, on a un objectif qui est beaucoup plus large, et surtout en chemin, ce qui se passe, c'est qu'il y a des branches qui vont apparaître. Donc en fait, ça devient un chemin arborescent. Et donc, on n'est plus efficace parce qu'on n'atteint plus son objectif, puisque les objectifs deviennent pluriels. Il y a plusieurs objectifs qui apparaissent parce qu'on a pris des marges de manœuvre autour de l'optimum. Enfin, je le dis un peu rapidement là, hein, mais vous pouvez aller voir pour les détails. Donc, la théorie de la viabilité, à mon avis, ça c'est un très bel outil économique pour s'embarquer dans la robustesse. Et pour répondre plus directement sur la question, j'ai rencontré dans le monde économique des entreprises qui vivent de grosses fluctuations et qui s'embarquent dans la robustesse. En fait, c'est très clair, les organisations, les groupes, les entreprises qui ne sont pas dans les fluctuations, souvent c'est des grands groupes qui ont un gros matelas financier et donc qui ne voient pas les fluctuations, ne comprennent pas pourquoi il faut faire de la robustesse. Et donc ils ne changent pas leur modèle. Et c'est eux qui vont dévisser le plus vite. Vous savez, on est en train de basculer du too big to fail au too big not to fail. Le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, une semaine avant qu'il disparaisse, tout le monde pensait qu'il était impossible à déboulonner, hein, le Crédit Suisse. Il a disparu. Donc ça, c'est ça qui est en train de se passer. Donc dans le monde, disons, de l'économie de la croissance, le cœur du système, il y a un aveuglement total. Enfin, j'en ai rencontré un bon paquet et c'est hallucinant hein, de ne pas voir à quel point le monde est en train de changer. Quoi. Mais par contre, alors, voilà, à la marge, c'est plus intéressant. Quoi. Merci. Donc, on encourage les gens en ligne à continuer à poser leurs questions. Et pendant ce temps, on peut faire circuler un micro dans la salle. Donc, on peut prendre quelques questions à la fois, s'il y en a, Maurice. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Une question maintenant de Béotien qui va vous révéler à la fois mon inculture et l'emprise de la performance sur mon état d'esprit. Mais quand vous expliquez la boucle, le cycle, le cycle vicieux, vous dites performance, c'est efficacité et efficience. C'est marrant parce que moi, l'efficience, j'aurais pu associer ça à l'économie en ressources. Quand on est efficient, on est... Et alors, en quoi, finalement, l'efficience, alors peut-être que c'est que quand elle est couplée à l'efficacité, mais l'efficience peut amener à une surexploitation des ressources, alors qu'à l'origine, on se dit l'efficience, c'est minimiser les ressources. Oui, c'est pas. Donc, alors, merci pour la question, parce qu'en effet, ça, le problème principal, c'est les effets rebonds. Quand on fait de l'efficience énergétique, par exemple, on va faire des avions qui consomment moins de kérosène. Quand on fait des avions qui font moins de kérosène, ils coûtent moins cher, et ça autorise Chine à envoyer de l'ultra fast fashion en avion cargo. Ce ne serait pas possible avec des avions qui ne sont pas efficients en kérosène. Et en fait, c'est vrai pour les voitures, pour la lessive concentrée, pour le pot familial de Nutella. Tout ça, ça pousse à la surconsommation. Donc en fait, c'est pas que la sobriété, la sobriété, c'est une très belle notion. Hein, car on a dépassé les limites planétaires, donc il va falloir être sobre. Donc c'est un très bel objectif, mais c'est en général une mauvaise stratégie. Toujours pareil, il faut faire des phrases. Donc, comme la biodiversité est avant le climat, le réparable, la robustesse est avant la sobriété. Il faut créer les conditions qui génèrent la sobriété. Et donc, en général, ce n'est pas la sobriété. La sobriété, d'ailleurs, en plus, ça braque. Hein. Qui veut réduire? Qui veut renoncer? Il n'y a pas grand monde qui veut faire de la sobriété comme ça, tout de suite. Quoi. Quand on est pauvre, encore moins. Hein, donc, ce n'est pas universel. Par contre, la robustesse, ça, c'est universel. Durer, transmettre, c'est une pulsion humaine profonde. Ça crée du désir. C'est la pulsion de vie. Quoi. Donc, en fait, on démarre par la robustesse.
et ça génère de la sobriété. Donc, les objets réparables, par exemple. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question sur est-ce que on peut extrapoler ça aussi sur les organisations humaines, dans le sens les ressources humaines, parce que l'idée de la performance, c'est quand même toute la base sur laquelle aujourd'hui reposent les ressources humaines, l'évaluation de performance, etc. Et Christophe Dejour, qui était un grand psychodynamicien du travail, parlait beaucoup sur la coopération, qu'il fallait arrêter les évaluations annuelles, par exemple, et créer des groupes dans lesquels on se parle de comment on triche avec les règles. Et je me posais la question de est-ce que c'est possible, quand vous disiez que le changement venait de la périphérie, est-ce que la périphérie peut continuer d'exister et de faire changer si on perd son job, quoi? Ah oui. Alors c'est vrai, ouais, non, il y a des cas extraits. Alors en effet, hein, sur les ressources humaines, c'est pareil. Hein. Donc par exemple, dans un monde robuste, on va éviter de recruter des stars. Parce qu'une star, c'est une diva, et une diva, ça détruit un collectif. Donc on va plutôt prendre des gens qui sont moins compétents, mais qui sont capables d'interagir avec du monde, de faire équipe. Ça, les militaires hein, sont très bons pour ça. Hein. Les militaires, c'est un peu des professionnels du monde fluctuant. Quand ils font une équipe, un commando, etc., ils ne prennent jamais les experts. Parce que c'est la pire, le PSG, quoi. Voilà. Le PSG équipe que d'experts qui sont incapables de faire équipe. Au rugby, c'est un peu mieux. Je suis ni rugbyman ni footballeur, mais je ne fais que répéter ce qu'on me dit, mais j'entends hein, quand même. Enfin, Mbappé, bon, donc pour les ressources humaines, quand on veut faire une équipe robuste, eh ben, il faut qu'il y ait des soft skills qui font avec. Et donc, c'est des gens qui sont capables de faire équipe. Et donc, quand on est capable de faire équipe, ça veut dire qu'on met la robustesse du groupe avant sa performance individuelle. On coopère. Et donc, c'est un critère de choix quand on fait des équipes. Et alors, un exemple dans les Nations Unies qui est assez frappant hein, quand même, hein, quand on voit il y a beaucoup de projets qui sont faits par des femmes, et souvent les Nations Unies privilégient les projets portés par des femmes parce qu'il y a des capacités de coopération. L'exemple typique, c'est La Paz. Hein. La Paz, en 2016, fait l'expérience du jour zéro. Le centre-ville, donc là, le cœur du système, des gens plutôt riches qui vont pouvoir s'acheter des bouteilles d'eau en plastique parce qu'il n'y a plus du tout d'eau à La Paz. Les bouteilles d'eau, le prix augmente, ça devient délirant. Donc ça, c'est le monde, c'est l'offre, le monde du marché, la loi du marché. Alors, en périphérie, dans les banlieues pauvres, hein, comment ça s'est passé? Eh ben, là, ce sont les femmes qui avaient fait des communs de l'eau avant et donc qui n'ont pas vu le jour zéro parce qu'elles étaient déjà dans le monde fluctuant. Elles avaient déjà inventé un système robuste. Ben, ça, c'est une pratique de la coopération. Et donc, à la fois, donc je prends l'exemple des femmes parce que c'est quand même avéré qu'il y a des capacités de coopération plus fortes que chez les hommes. Il y a un biais, quoi. Je ne dis pas qu'un homme qui a vécu des fluctuations dans sa vie va certainement faire de la robustesse, mais bref, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Mais c'est surtout que ça se prépare. C'est que c'est une école, quoi. Actuellement, les écoles sont plutôt des écoles de la compétition. On va sélectionner les meilleurs, le premier de la classe qui a écrasé tous les autres, qui a humilié tous les autres finalement. Toujours pareil, hein, performance, violence. Et ben ça forme des gens qui sont très très bons pour la compétition, mais qui sont incapables de coopérer. Le Parlement français, 600 députés qui sont incapables de faire une coalition. Ça, c'est le produit d'un système éducatif de la compétition. Si on commence à repenser les RH en privilégiant la coopération, ça veut dire qu'on fait des écoles de la coopération. Où ce qu'on valorise, ce n'est pas la note du premier de la classe qui a écrasé les autres, c'est à la fin de l'année, dans ces écoles, les élèves qui ont travaillé collégialement dans des projets d'équipe, et où le professeur est plutôt là pour poser des questions, et ce sont les élèves qui répondent. À la fin de l'année, chaque élève va sur l'estrade et fait le prof. Et en fait, il va partager une découverte qu'il a fait dans l'année. Et ce qu'on va évaluer, ce n'est pas ce qu'il raconte, c'est comment il le raconte, ses capacités de partage. C'est des écoles où on apprend à apprendre. Ce n'est pas des écoles où on apprend. Tout ça doit être dans la culture RH, finalement. Donc, c'est plutôt une école de la coopération, quoi. Et donc, on va plutôt recruter des gens qui sont capables de coopérer. Il y aura évidemment besoin de quelques experts, mais c'est plus la panacée, quoi. Voilà. Alors, une question pour la salle et ensuite, on retourne en ligne. Ma question va peut-être être un peu embrouillée, mais à la mesure des certitudes que vous avez ébranlées. Dans les exemples que vous avez pris et par rapport aux grands enjeux que vous pointez, il y a quand même le sujet, alors c'est peut-être un biais
comme Amaury, d'intoxication à la performance, mais d'urgence et donc de vitesse de transformation. Si je vous ai bien compris, j'ai compris quand même que vous ne jetiez pas totalement la performance avec l'eau du bain et que vous appeliez, en mettant l'accent sur la robustesse, à appeler à un nouvel équilibre entre performance et robustesse. Ma question est justement face aux urgences et aux délais devant lesquels nous sommes, quel est le bon alliage entre robustesse et performance? Est-ce que miser comme stratégie sur la robustesse seule est suffisant? Voilà. Donc voilà, alors, en effet, je vais tout de suite te nuancer, il faut de la performance. On a besoin d'un minimum de performance. Les êtres vivants qui font que de la robustesse ne sont plus là pour en parler non plus. On a besoin de la fièvre. Si on n'avait pas accès à la fièvre, on ne serait pas là pour en parler. Donc on a besoin des moments de performance. Donc ça veut dire que dans le monde social, actuellement, en fait, ce qu'on utilise, c'est beaucoup d'objets très performants qu'on utilise par défaut. Donc par exemple, on va utiliser des pesticides par défaut, des traitements préventifs. Non, le pesticide, il faut l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Et on va l'utiliser une fois tous les 5 ans. Ça devrait être ça. Pareil pour les avions cargo dont je citais tout à l'heure. Là, on utilise des avions cargo pour transporter tout et n'importe quoi. Un avion cargo, ça devrait être comme un Canadair. Ça ne sert qu'à transporter des aliments, des denrées alimentaires périssables dans une zone de crise humanitaire. Ça ne sert qu'à ça, un avion cargo. Un jet privé, ça ne sert qu'à apporter soit une personne malade, très malade, qui a besoin d'être soignée rapidement, soit un chirurgien, soit un pompier, quelqu'un qui a des dons manuels, quoi. Un homme d'affaires en jet privé, ça n'a aucun sens. Ça, c'est le monde d'avance. Donc, mais c'est pour dire qu'on a besoin de tous ces outils. C'est que le monde qui vient, c'est un monde hybridé. On va prendre de toute la performance, mais par contre, on va la canaliser juste pour les moments de crise. Alors, la robustesse dans l'urgence, alors c'est là où c'est incroyable, c'est que le piège de la performance, c'est que quand il y a urgence, on accélère. Et donc, c'est de nouveau la boucle. C'est que plus on accélère, plus ça met tout le monde en tension, plus ça met tout le monde en tension, plus ça génère de la crise. Et donc, et donc là, on est dans le monde de l'accélération, Hartmut Rosa. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est l'accélération qui appelle l'accélération. Donc, comment on sort de cette boucle? Tout simplement en réalisant que nous sommes des êtres vivants à 4 dimensions, les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, il nous reste l'espace. Et donc, quand on est dans l'urgence, il faut se relier, se réancrer dans son territoire. C'est la symbiose. Les êtres vivants, quand ils font face à des urgences, ils densifient leurs interactions avec leur territoire. En fait, c'est la coopération territoriale qui ouvre le temps long. Ça crée du temps, la connexion à l'espace. Et donc ça, alors je le dis de façon très générale, mais c'est exactement ça qui se passe pour un territoire, pour des sociétés humaines. C'est qu'en fait, si je suis une famille ou une petite organisation dans un territoire, si je prends plus de liens avec mes voisins, avec les entreprises du coin, avec le club de lecture du coin, avec la biodiversité du coin, avec la rivière du coin, j'aurai plein d'interactions. Et le jour où il y a une urgence, j'aurai plein de plans B. Donc, je serai capable de faire face à l'urgence. Mais ça se fait en amont. En gros, c'est avoir plein de cordes à son arc en amont. C'est comme ça qu'on répond à l'urgence. Et ce qui, encore une fois, c'est plus on fait ça et plus on atténue les fluctuations et donc moins il y aura d'urgence. Mais bon, on en prend pour quelques temps. Alors, un petit paquet de questions en ligne qui rentrent dans le dur aussi du sujet. Alors, une première sur est-ce que vous avez des recommandations pour partager cette vision avec les citoyens et les amener à agir à leur échelle et que ce soit concret pour eux? Je veux bien vous en donner 2 autres en même temps qui rejoignent une collègue de l'AFD qui dit « Notre groupe fait face à une réduction forte des ressources financières. On réfléchit à notre modèle. Au regard de votre expérience, quelles seraient vos recommandations alors que notre organisation, comme bien d'autres, et en fait comme effectivement le monde dans son ensemble, est ancrée dans une culture de la performance qui est très forte, très verticale. En fait, qui sont les marges dans une organisation? Comment on se met en marche dans une organisation? Je complète un peu. Et puis une dernière. Merci pour votre optimisme qui est régénérant. Toutefois, dans un monde qui se replie de plus en plus avec un lien social abîmé, un désintérêt pour les corps intermédiaires, une désaffection pour la chose publique, une explosion de la fast fashion, etc., une culture de la richesse. Est-ce que c'est pas trop optimiste? Est-ce que c'est pas naïf? Ce qui rejoint la première, que dans ce monde vraiment de culture de la performance, comment on peut faire Oui, alors c'est vrai. Comment on fait un changement? On est vraiment dans un changement culturel. C'est en fait moi aussi dans la recherche c'est pareil. On est tous dans les chercheurs, on est à fond dans la performance, on a des indicateurs de performance, des facteurs d'impact, donc on est nous aussi dans la roue de la performance, comme tout le monde. Donc comment on fait ce changement culturel? Alors il y a des prescripteurs culturels qui sont plus importants que d'autres.
Il y en a deux en particulier qui sont hyper importants. Ce sont les entreprises et les adolescents. En fait, quand on réfléchit bien, le modèle de l'entreprise, c'est devenu le modèle de l'organisation. Donc, en fait, maintenant, on construit des collectivités territoriales comme on construit des entreprises, on construit des organisations comme on construit des entreprises. Enfin, c'est devenu une sorte de méta-modèle pour tout le monde. Donc, si les entreprises qui doivent être rentables, hein, c'est dans la loi, si elles ont compris que pour être rentables, il fallait qu'elles développent leur robustesse, alors c'est elles qui vont prescrire un nouveau modèle d'organisation de robustesse, et donc c'est le politique qui va suivre, c'est la culture qui va suivre. Alors, c'est un angle, hein, l'entreprise. Il y a du chemin, hein, mais c'est ce qui se passe. Hein, pour les petites entreprises, en tout cas, c'est en train de se passer. Et l'autre vecteur, c'est les adolescents. Alors, il y a plusieurs raisons pour les impliquer dans cette transition, cette transformation vers la robustesse. La première, c'est qu'ils sont dans une situation de santé mentale extrêmement dégradée. C'est du jamais vu d'avoir des ados en aussi mauvaise santé. Enfin, vous savez, le burn-out, avant, c'était quand on avait 60 ans, puis après, c'était quand on avait 50 ans, puis après 40 ans, 25 ans. Maintenant, c'est des lycéens qui font des burn-out. Maintenant, il y a des suicides quand on a 6 ans. Il faut se rendre compte de l'état de dégradation de la santé mentale des jeunes. Et ça, tous les rapports, dans le monde entier. C'est très, très général. Donc, il y a une question de santé publique. En gros, on leur dit, votre monde va être pourri, et donc, il faut faire des efforts. Bon, ils désertent. Et puis moi, je ferais pareil à leur place. Franchement, si on leur dit que ça... Non, alors, il faut avoir un discours de vérité. Oui, ça va fluctuer, mais ça va être l'occasion de tout changer. Alors, quand on est adolescent, ça peut résonner. Parce que, comme dit Bruno Latour, ne gâchez pas les crises. La crise, c'est le moment où, enfin, il y a du jeu. Donc, on va pouvoir dérailler. Alors, la crise de l'adolescence... Alors, c'est presque de la manipulation, il faut faire attention quand même, mais la crise de l'adolescence, là, il y a du jeu, là, oui. Et puis, en général, on veut réagir. Alors là, si on leur dit, ça tombe bien parce qu'on va mettre à plat quand même le monde d'avant qui est complètement à côté de la plaque pour construire ensemble quelque chose qui existe déjà, mais qui ne demande qu'à monter. Et qui est désirable, qui est joyeux, quoi. Les interactions, en plus, le monde de l'adolescence, c'est le moment où on commence à être un être social au sens vraiment très large du terme. On veut sortir de sa famille et voir d'autres personnes. C'est le moment d'y aller, quoi. Et en plus, ce qui est très fort avec les ados, c'est que ce sont des prescripteurs culturels. Vous savez, le jour où les ados disent « passer ses vacances à Dubaï, c'est nul », c'est nul. Il n'y a pas de question, c'est nul pour tout le monde. Donc, ce sont vraiment des prescripteurs absolument universels. Donc, la Gen Z, là, c'est en train de se passer. Le Tangping chinois, le rester allongé, ouais. Ça a contaminé à peu près toute la planète. On y est là, on est dans ce moment-là. Donc là, voilà, deux prescripteurs, deux catalyseurs de la transformation. Sur l'aspect financier, alors il y a plusieurs choses. Les financiers, donc j'en ai rencontré un certain nombre, des investisseurs, etc., qui de plus en plus se disent, oui, mais là, maintenant, quand j'investis dans une boîte, je suis même pas sûr qu'à 2 ans, elle va pas se planter. Donc en fait, la posture de l'investisseur est en train de changer. Ce sont de plus en plus des assureurs qui commencent à avoir une mentalité d'assureur. Ça, c'est très positif. C'est qu'on ne cherche plus le retour sur investissement à court terme, on cherche d'abord des gages de robustesse dans les entreprises dans lesquelles on investit. Ça, c'est une posture d'assureur. Donc, alors, c'est à la marge, c'est des petits fonds d'investissement, etc. Mais ça commence à venir. Et plus ça va tanguer, plus c'est ces modèles-là qu'on va avoir. Enfin, dans son portefeuille, il faut avoir de la robustesse, forcément, dans un monde futur. Mais aussi sur les finances, je pense que c'est à autre chose. Je ne sais plus comment était formulée la question, mais c'était... Partager la vision avec les citoyens et les amener à agir à leur échelle. Ouais, alors il y a les ados, les entreprises, et après, il y a aussi des objets culturels. Alors il y a des bouquins, mais il y a aussi des documentaires, des BD. Enfin, on peut imaginer plein de choses, des petites vidéos. En fait, c'est un moment culturel, donc n'importe quel objet culturel sera bon pour dérailler, en fait. Oui, alors Saul Alinsky. Oui, alors voilà, les grandes organisations. Donc Saul Alinsky, c'est une très bonne source d'inspiration. Donc Saul Alinsky, c'est un activiste américain des années 30-60. Et qui a fait de la lutte sociale, qui vraiment transforme, et de façon non violente, un peu comme les étourneaux, mais en version sociale. Donc, comment on fait ? Et en fait, il a développé un certain nombre de protocoles, et une des choses fondamentales dans ce qu'il dit, c'est que pour transformer une organisation, y compris une grosse organisation, il faut faire des alliances latérales. C'est qu'en fait, si vous êtes frontalement opposé au cœur de votre organisation, vous n'allez rien changer. Parce que le cœur de l'organisation, c'est une zone pathogène qui ne veut pas se transformer. Donc, si vous luttez contre le centre, vous allez vous épuiser et à la limite, vous allez conforter le centre pour rester là où il est. Si je parle de dérèglement climatique à Donald Trump, je suis sûr que ça n'aura aucun effet. Je vais m'épuiser pour rien. Et ça va juste le convaincre que vraiment, c'est n'importe quoi cette histoire de climat.
Donc, comment on fait? Alliance latérale. Donc, on va plutôt faire des alliances autour. Mais par contre, il faut faire des alliances hétérogènes. C'est-à-dire que si vous avez 2000 enseignants du secondaire qui manifestent dans les rues de Paris, ça, ce n'est pas une alliance latérale, hein. C'est une manifestation corporatiste. Et donc, ça ne transformera pas. Les citoyens qui vont voir ça, ils vont se dire, oui, ça, c'est des profs qui manifestent. Maintenant, vous avez 200 personnes dans la rue, mais dedans, il y a des profs, des éboueurs, des chefs d'entreprise, un virologue, voilà, des gens très divers. Alors là, tout le monde est représenté. Là, vous avez créé une minorité active. Que fait la minorité active? La minorité active, elle active une majorité silencieuse. Quand vous avez une minorité active, hétérogène comme ça, en fait, vous avez derrière vous la moitié de la population qui n'ira pas contre votre mouvement. C'est ça la magie de l'alliance latérale, c'est de faire des alliances autour du cœur c'est un peu du jeu de Go, hein, vous étouffez le cœur. Alors, c'est non violent, hein, quand même, je le dis, mais on étouffe le cœur, on l'encercle, si vous voulez, on l'embrasse, on va dire comme ça. Il y a un moment, le cœur, il a deux choix, c'est soit mourir, soit rejoindre les marges. Donc, c'est comme ça qu'on peut transformer les organisations. Alors, après, il y a aussi la réglementation, hein, mais là, je pense plutôt en émergent, parce qu'apparemment, la réglementation, elle traîne, donc ça serait plus réaliste de faire comme ça, d'entourer le cœur pour le faire basculer. Le temps que je me déplace, je repose la question de l'optimisme un peu trop… Ah oui, l'optimisme, oui. Alors, c'est très simple, moi, je dis en 2 phrases. Il est trop tard pour être pessimiste, vu l'état de dégradation de la planète, hein, il est trop tard pour être pessimiste, mais tous les résistants étaient des optimistes. Parce qu'en fait, c'est aussi simple que ça, hein, et ça, c'est ce que disent tous les résistants, ils l'étaient. Donc, en fait, l'optimisme, c'est juste la pulsion de vie, en fait, hein, tout simplement. Et je ne suis pas optimiste BA, hein, il y a de la casse. On est tous conscients qu'il y a de la casse. Le monde fluctuant, ce n'est pas non plus tout rose, hein, il y a de la casse, il y aura de la casse. Mais on va en faire quelque chose. Le pire, ce serait de rentrer dans les fluctuations et de rester coincé dans la performance positive, à alimenter un burn-out et de répondre au burn-out en augmentant les performances. Enfin, là, ce serait du délire, c'est de l'obstination. Donc, c'est pour ça que je suis optimiste. On va réagir, hein, forcément. Merci pour votre présentation. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez la méthodologie CARE qui est proposée par la chaire de comptabilité écologique et est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens-là un petit peu voilà. Merci. Oui, alors le CARE, alors, je ne connais pas très bien la méthodologie, mais le CARE en général, moi j'aime bien ce que dit Cynthia Fleury notamment là-dessus. Je vais le dire en un mot, hein, la vulnérabilité, c'est l'autre face de la robustesse. La robustesse se construit sur la vulnérabilité. Une fois qu'on a bien défini ce que c'est que la vulnérabilité, c'est pour les êtres vivants qui se soignent. Et la fragilité, c'est pour les objets qui se cassent. Donc en fait, quand on est dans le CARE, on soigne les vulnérabilités. Et là, en fait, on est dans la robustesse, parce qu'on vit avec les fluctuations. Et dans le CARE, alors nous, en fait, à l'Institut Michel Serres, on n'utilise pas trop le CARE, on préfère parler de santé commune, qui est plutôt une... Oui. En fait, oui, CARE, c'est en fait vraiment une méthodologie comptable comprehensive accounting in respect of the… Ah oui, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Non, mais alors j'adore votre réponse parce que je suis à fond dessus, mais c'était pas ça. D'accord, donc je ne connais pas. Effectivement, voilà. Mais c'est une méthodologie, parce que vous parliez de capitaux, par exemple, et de capital financier. Et donc, en fait, ce qu'il propose, c'est que quand on fait un capital financier, en fait, on crée une dette et de prendre en compte en fait, une sorte de capital naturel. Alors, c'est pas d'emblée comme ça que ça se fait. Et un capital social, c'est-à-dire que, en fait, peut-être je fais, je sais pas, pompe fluide, enfin une entreprise comme ça. Donc, j'ai une dette climatique en quelque sorte, et donc il y a tout un dialogue de gestion à mettre en place pour faire ça. Et vous avez le grand port maritime, je sais plus lequel, enfin l'un qu'on a en France, qui passe complètement, qui a lancé un AAP, un appel, un marché public pour justement intégrer ça dans son dialogue de gestion. Et je me demandais si c'était pertinent. Donc, bon, si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez peut-être pas répondre. Oui, mais alors je vais pas répondre en détail, mais ça me paraît très bien. Enfin, vu comme ça de loin, là, en 30 secondes, il y a un point ça me fait raisonner, c'est les outils juridiques qu'on a en main. Souvent, on pense qu'il n'y en a que 2, les droits et les devoirs, et on oublie le 3e, qui est la dette. La dette, en fait, c'est certainement l'outil juridique le plus pertinent. Donc, c'est ce que disait Léon Bourgeois, hein, les solidaristes, 1896, hein, donc ça remonte de très loin. Mais la dette, ça permet de faire un lien fonctionnel entre les humains et les non-humains, ou même avec les générations futures. Hein. Donc, on peut vraiment faire des tas de liens dans tous les sens. Donc, on est au moins sur le thème de la dette. Ça va aller dans la robustesse, parce que c'est basé sur l'abondance des interactions. La dette, ça formalise l'interaction.
Oui, exactement. Ouais. Alors, je crois, Olivier, que vous avez bientôt un train. Donc, sauf pas s'il y a une carré. question absolument brûlante dans la salle encore. C'est encore possible. Une question, C'est oui, encore c'est bon. possible, Ouais, ouais. 27, c'est bon. C'est bien, j'ai la pendule dans les yeux. Merci, désolé. Une simple question, est-ce que dans l'histoire humaine, on a des exemples où cet équilibre s'est trouvé, où les solutions ont dû être apportées par ce changement d'équilibre, enfin, évidemment pas quelque chose d'équivalent où on saurait tous si on avait déjà vécu ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a un exemple éventuellement? Alors, l'équilibre performance-robustesse, il est même dans la société contemporaine, on en trouve des sociétés où le curseur est plus ou moins loin. Par exemple, les peuples premiers sont beaucoup plus robustes que les sociétés modernes occidentales. Bon, alors par contre, eux-mêmes, ils ont des traditions millénaires qui ont été très robustes pendant très longtemps, sauf que même chez eux, le dérèglement climatique fait que leurs traditions deviennent de moins en moins compatibles. Donc, c'est les Indiens Kogi, par exemple, qui vivent avec un glacier au-dessus de leur tête. Ben, le glacier est en train de fondre. Donc, leurs traditions, ils ne vont pas pouvoir les garder. Donc, leur robustesse est en train d'atteindre les limites. Ils sont en train de se transformer. Et les Indiens Kogi, ils prennent l'avion pour aller voir ailleurs, ce qui est complètement orthogonal à leur tradition, hein, évidemment. Donc, en fait, on voit des choses comme ça, des peuples premiers qui commencent à sortir de chez eux. Donc, les peuples premiers, c'est un exemple. Alors, c'est pas pour dire que le modèle de la robustesse, c'est un peuple premier. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. On va hybrider. Hein. Quand je disais tout à l'heure, les avions cargo, on va les garder, mais pour faire de l'humanitaire, comme des Canadair. Quoi. Donc, ça, c'est pas les peuples premiers. Donc, on va vraiment hybrider. On va inventer un nouveau monde. Hein. Mais alors, dans la longue histoire, en fait, je vais brosser super rapidement. Mais dans l'histoire de l'humanité, ça a été surtout une course à la performance. Donc, on a domestiqué le temps d'abord. L'invention de la céramique il y a 30 000 ans, donc on peut stocker. Donc, on domestique le temps. Il y a 10 000 ans, on domestique l'espace, donc les plantes, les animaux, l'agriculture. Après, c'est les plantations, on monte en échelle. Après, c'est les machines, la mécanisation. Et puis, la grande accélération depuis les années 50. Donc, si on regarde ça, ce n'est que de la performance. Mais en fait, dans cette grande histoire, il y a aussi eu des très grandes fluctuations. Et donc, par exemple, si je prends juste la Seconde Guerre mondiale, qui est la dernière très grande fluctuation à laquelle nous avons eu affaire, et ben, si vous regardez ce qui se passe entre 45 et 48, c'est 3 années de robustesse. On crée les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de la Havane, bon, qui n'a jamais été ratifiée, hein, mais c'est la première sécurité sociale de l'alimentation. Bon, ça reste un projet suspendu, hein, mais c'était en 48, c'était le texte partenaire de la Déclaration des droits de l'homme, hein, toujours à réactiver, signé par 53 États, hein, jamais ratifié. Hein, donc, ce serait quand même bien de le remettre sur le tablier. On crée l'IUCN, le Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, tout ça. En fait, c'est plein d'années, là, 3 ans, où on crée de la robustesse. Et même si on regarde les impôts au 19e siècle, c'était pour financer l'armée. Bon, ben maintenant, ça finance les retraites, l'éducation, etc. En fait, on a augmenté la redistribution par l'impôt, c'est de la robustesse. Le secret des sources pour les journalistes, typiquement, c'est une incohérence au service de la robustesse, parce que là, ça maintient le 4e pouvoir, le 4e contre-pouvoir. Le secret médical pour les médecins. Donc, en fait, on a une longue histoire de performance en délire, mais en sous-main, en dessous, il y a aussi de la robustesse qui apparaît. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, là, on est dans un monde financiarisé, où la performance est, c'est Elon Musk qui veut aller sur Mars, etc. Hein, Sam Altman qui veut que son cerveau aille dans une machine, que des projets de mort. Hein. Les ultra performants, ils veulent mourir, hein, c'est incroyable. Hein. Ils font des bunkers, hein, ils sont des tombeaux. Enfin, c'est vraiment absolument dingue. Hein. C'est Iron Man, hein, c'est un sarcophage volant. Hein. Voilà, c'est que des projets de mort. Hein. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est ce que nous proposent les ultra performants. Mais en fait, il y a même aujourd'hui, quoi, je veux dire, il y a vraiment de la robustesse qui commence à émerger. C'est juste qu'on est parti dans un délire de la performance, et donc le risque aujourd'hui, c'est de penser qu'on va se sortir de cette crise en augmentant les performances, parce que le discours médiatique sur les réseaux sociaux, etc., est plutôt ça à nous seriner matin et soir. C'est une impasse. Et ça, c'est thermodynamique. Ce n'est pas possible. Ça ne tient pas. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le numérique, hein, qui est en train de se planter, l'IA qui est en train de détruire Internet. Enfin, c'est dingue. Hein, on est vraiment dans un moment incroyable. Je ne sais pas si j'ai une petite dernière question. Pour vous, hein, ouais, c'est bon, okay. Mais je crois que c'est genre 30 minutes, c'est bon. Okay. Dernière question. 36, ok, c'est bon, alors, vraiment la dernière. Oui, non, mais
Il me semble que tout ce discours par les marges était déjà bien porté avec l'économie sociale et solidaire dès la fin du 19e siècle, avec cet espoir de faire système à un moment donné, ce qui a été un échec au final, puisque l'économie sociale et solidaire est restée dans les marges. Là, il y a d'autres formes, c'est tout ce que vous avez démontré. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, ça va faire système? Alors, c'est très simple. En effet, je suis d'accord. Les marges, pendant très longtemps, ça a justifié le cœur. C'est la piste cyclable qui autorise le SUV. C'est la marge qui sert à servir le cœur du système. Alors, ça a marché pendant un temps, et ça a marché donc au 19e jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait toujours plus d'autres ressources à épuiser. Donc, une fois qu'on a épuisé le bois, enfin les esclaves, le bois, le charbon, le pétrole, et là, on en est aux métaux, mais sauf qu'il n'y a plus rien derrière. Et les métaux, ça y est, là, on commence à arriver à la fin. Vous avez vu 0,1% sur les terres rares en Chine, et c'est la panique sur les marchés. Le cuivre, on va passer le pic de cuivre en 2040. C'est demain. Donc, en fait, juste vu la complexité de nos systèmes, bah, ça y est, il n'y a plus de ressources à épuiser. On a fait le tour. Donc, en fait, c'est pour ça que j'y crois. Je pense pas, enfin, c'est même pas une croyance. Je pense vraiment qu'on y arrive là. En fait, c'est en biologie, c'est quand on n'arrête pas d'épuiser des ressources successives, c'est qu'en fait, on a notre viabilité est sur le modèle du parasite. Le parasite vit parce qu'il épuise des ressources successives. Et en fait, ça marche très bien si les ressources sont abondantes. Nous, on a un peu vécu comme des parasites. Ce que disait Michel Serres, l'homme est un pouls pour l'homme. On a épuisé des ressources les unes derrière les autres. Et là, ça y est, on a fait le tour. C'est l'anthropocène, quoi. C'est les limites planétaires. On a dépassé les limites, on a dépassé les ressources. Donc, c'est terminé, ce monde-là. Et donc, c'est ça, c'est la bonne nouvelle, la phase positive de la fin de ce monde-là, c'est que vu qu'on arrive à la fin des ressources, maintenant, c'est tout en rétroaction. Il n'y a plus de nouvelles frontières, il n'y a plus de culture sur brûlis. Maintenant, tout nous revient en boomerang, quoi. Et là, c'est le moment de l'économie sociale et solidaire, très clairement. Et notamment financièrement, ça va peut-être répondre à une des questions à laquelle je n'ai pas trop répondu sur les finances, c'est que d'un point de vue de rentabilité, de pertinence, c'est beaucoup plus rentable dans un monde fluctuant de faire de la robustesse que de faire de la performance. Ouais, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rater mon train. Merci mille fois. Merci. Merci.